Il n'y a pas de son, c'est normal. Je sais pas c'est tout ça. On va arrêter. Là non, on va avoir du son là. On est pas enregistré. PH, on va avoir du son là-dessus. Quand même. J'y vais. PH, Non, on va c'est avoir pas toi. du son là-dessus. Non, pas mal, non. Si, là il y a du son. On ressent bien ce soir. Maintenant que tu lances. Vas-y. La meuf, impeccable. Vas-y. Sors, parce que toi. Fais attention Bonjour à tous et bienvenue au Spotlight pour Followers, l'émission en direct des réseaux sociaux Facebook ce soir. Bonsoir au public qui est là. Followers, je viens de vous dire la première émission en direct des réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à réagir, à porter vos commentaires, surtout que ce soir encore du très très lourd avec vous deux, Alice et Eric. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Francis. Alors avec toi, Alice, on parlera de culture et de musique. Oui, donc en culture, on va parler de ballon, mais pas de sport, et en musique, on va parler de musique de cochon. Très bien. Toi, Eric, on est toute l'actualité des réseaux sociaux. Ouais, on va voir qu'il y a du changement qui se passe maintenant. Le bruit. Hein, on parlera aussi de Facebook qui prépare une petite surprise et on verra que le politiquement correct a fait une intrusion sur Twitter. Voilà, donc déjà commencez à réagir à ce sujet et réagissez aussi au sujet d'Angelina et d'Aguette. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec toi, Aguette, les oubliés de la semaine. Les oubliés vont parler des métiers oubliés de la santé. Et le thème commun, Angelina. Et du coup, je rebondis sur la santé et je vous fais une petite chronique sur l'initiative par rapport au savon. Très bien, et bah donc on a hâte d'entendre ça. Il y aura aussi un groupe de jazz qui viendra un titre en direct du Spotlight. Ils seront en concert après à 21h, donc 100 rue Gambetta. Dès que chez vous il reste quelques places, c'est à côté de République. Mais tout de suite, comme d'habitude, on commence avec on a essayé de vous parler. On prend un sujet, on vous en parle. Et cette semaine, on vous parle du cash mob, une initiative qui pour l'instant n'a pas vraiment traversé l'Atlantique, mais cela nous serait tardé. Eric, qu'est-ce que c'est que le cash mob? Alors en fait, le cash mob, c'est très simple. C'est un flash mob, donc pour si vous savez pas ce qu'est un flash mob, c'est une manifestation qu'on organise via internet, et ensuite on fait des grosses manifestations dans la rue, comme qui peut finir par une bataille d'oreillers, une marche de zombies à travers la ville, ou bien carrément un gros repas sur les Champs-Élysées, histoire de rencontrer du monde, ça peut être sympa. Donc en fait, on peut dire que le flash mob est devenu un des emblèmes de la culture internet, et en plus, ça permet d'aller à l'encontre d'une critique assez forte envers le web. C'était des gens qui sont là, leurs ordinateurs sont des gros qui ne savent jamais et ne sociabilisent pas. Donc là, pour un flash mob, on est obligé d'aller dehors de se rencontrer, donc c'est une manière de parler. Le cash mob, c'est aussi du lien social. Je crois que tu vas nous parler du cash mob. Oui, et du coup, le cash mob, pour en revenir, c'est en fait le principe que plusieurs personnes se donnent rendez-vous dans un commerce pour acheter des choses, et il n'y a pas un but lucratif derrière, c'est vraiment pour soutenir les petits magasins de quartier, ceux qui ont du mal à faire face au supermarché et à la crise aujourd'hui. Ouais, et ça profite du coup aux commerçants, bien évidemment, mais aussi aux cash mobbers, parce que du coup, les commerces, les baissent vraiment beaucoup la prix, et je trouve que les super soldes pour remercier les participants. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Et certains commerçants disent qu'ils doublent, voire triplent leur chiffre d'affaires d'un coup, comme ça, en un jour, avec justement cette initiative. Et ça permet de faire vivre les petits commerçants. C'est encore actuellement aux États-Unis, mais on a bon espoir que ça arrive en France et que ça fasse ces beaux jours de petits magasins de quartier. On vous poste aussi le site internet sur la page Facebook, et c'est déjà l'heure de la première alerte, Eric. Prends la canne. Et oui, à moins cette semaine d'avoir été enfermé dans une grotte, ligoté, que vous n'ayez aucun accès aux médias, vous n'avez pas pu rater qu'on a changé de président. Oui. Et donc demain, on va avoir l'annonce du gouvernement Hollande, qu'on attend un petit va être. Et le départ de Nicolas Sarkozy, et comme pendant les élections, quand vous avez des opinions opposées à ceux de vos amis, vous vous engueulez souvent. Alors j'aimerais commencer par ce petit conseil que j'ai trouvé sur Twitter, ce petit tweet sympathique, histoire qu'on calme les esprits. Les élections sont finies, réconciliez-vous avec vos amis qui ont voté Sarkozy en leur envoyant des fleurs, des roses. Forcément. Donc voilà, maintenant qu'on est tous réconciliés, qu'il n'y a plus de problème, on va pouvoir dire au revoir au président sortant qui a sûrement dit adieu à ses ministres mercredi dernier. Alors Nicolas Sarkozy a présidé son dernier conseil des ministres, c'est bon, la petite Julia va pouvoir récupérer sa chaise haute. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que finalement Nicolas Sarkozy va arrêter la politique pour redevenir avocat? Donc, le problème pour savoir ça, c'est que les opinions divergent, même au niveau de ses proches.
Par exemple, Xavier Bertrand dit qu'il pense qu'il va arrêter, mais ce n'est pas le cas de Roselyne Bachelot qui a déclaré être sûre que Nicolas Sarkozy n'arrêtera pas la politique. Par pitié, ne la laissez surtout pas commander les t-shirts. Parce que ça me donne une idée pour François Hollande, son premier mandat pourrait être d'éviter à Roselyne Bachelot de commander quoi que ce soit. Parce que honnêtement, on a encore 60 millions de vaccins pour la grippe A à refourguer. Il n'y a que elle et David Douillet qui ont bénéficié de ça. Enfin, on ne peut pas en bénéficier quand on voit le résultat que ça donne. Merci beaucoup Eric, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres décryptages de l'actualité vus par les réseaux sociaux, vus par Twitter et Facebook. C'est l'heure des oubliés avec toi, Aliette, donc tu nous parles de la santé. Je parle de la santé. Alors le 12 mai, c'était la journée mondiale des infirmières. Et comme notre thème du jour, c'est la santé, je vais m'attarder sur les deux métiers, les métiers un peu oubliés de ce milieu, de ce domaine médical. Alors comme avec Angelina, il n'en peut plus, ça l'a fait rire. Ça m'a fait rire de parler de la santé. On aime bien faire l'éloge des femmes, alors du coup j'ai décidé de consacrer un peu ma chronique aux infirmières et aux sages-femmes. Alors, on a eu, il n'y a pas très longtemps, j'ai recueilli le propos d'une infirmière haïtienne qui dit que l'on ne choisit pas cette profession pour obtenir de l'argent. Vous n'allez pas être riche, c'est un métier que l'on doit choisir par vocation. Alors, d'ailleurs, j'ai hésité sur le choix de ma chronique aujourd'hui parce que l'épidémie de choléra est de retour à Haïti. Il y a déjà une centaine de cas déclarés en 10 jours et je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais c'est vraiment un milieu des médias. Haïti, on en parle très peu aujourd'hui, alors que la situation ne s'arrange pas et il y a eu 7000 morts à cause de choléra. On voit que c'est tout oublié dans une seule chronique. Oui, c'est beau. Bref, donc je retourne à mes infirmières. Cette journée, ça rappelle que les conditions de travail sont assez dures dans les 4 coins du monde pour ces femmes-là. Et Barack Obama aujourd'hui a posté une vidéo sur YouTube qui fait l'éloge des infirmières. Il dit que au moment où vous êtes le plus vulnérable, le plus effrayé, les infirmières sont là. Il est bien, ce Barack Obama. Il a des bons discours. Bref, donc pour venir un peu à notre cher pays, je vais m'attarder aussi sur le métier de sage-femme, dont on parle peu. Est-ce que vous savez quelle est la formation pour être sage-femme? Métier? Ouais. Oui, non mais oui. Bravo, bah, au revoir. Voilà. Question, je réponds. On avait le jeu en 5 minutes, Alice. Non mais c'est bien, c'est au courant. C'est vrai que peu de gens le savent au final. Peu de gens le savent, souvent on pense BTS. Vous avez un quota de 200 bébés sur 2 ans, vous avez intérêt à les faire. Je vais arriver à continuer ma chronique. Donc il faut la première année de médecine et ensuite elle fait une école pendant 5 ans, donc c'est 4 ans de bac. Elle sort avec un bac plus 5, donc gros bagage. Et en fait, chaque année on demande aux futures sages-femmes plus de compétences, plus de responsabilités, mais le salaire ne suit pas. Pour vous donner un exemple, elles commencent souvent avec 1 600 € par mois. Ensuite, si elles ne se spécialisent pas, elles arrivent à 2 000 € et c'est bloqué à 2 000 € toute leur vie, elles pourront gagner 2 000 €. Donc c'est peu pour le métier qu'elles font. L'autre problème est plus éthique que matériel, c'est le manque de reconnaissance parce qu'au final, elles jouent un rôle crucial lors de l'accouchement. Souvent, on demande aux mamans quel est votre plus grand souvenir au niveau du corps médical. C'est la sage-femme qui est vraiment présente tout l'accouchement. Et le médecin arrive que si le problème a un bébé. Si le bébé arrive si le médecin est beau. Respire. En France, en fait, on a les sages-femmes les plus qualifiées d'Europe. Dans beaucoup de pays, c'est les infirmières qui ont une option, alors que nous, aujourd'hui, elles passent un concours spécifique. Et il y a quelques chiffres, 16 000 sages-femmes pour 800 000 naissances. Et il y a aussi certaines raisons pour lesquelles elles ne sont pas reconnues, c'est que c'est quand même un métier de femme à la base, et que dit métier de femme dit inégalité. Ah, les petits discours féministes. Non. C'est prouvé. Les hommes peuvent avoir accès à ce métier il n'y a pas très longtemps. Ils s'appellent d'ailleurs les magnétiques, pas les sages-femmes. Et à partir du moment, je ne sais pas comment on prononce, et à partir du moment où les hommes ont commencé à exercer ce métier, les masters de recherche ont enfin vu le jour, comme quoi les femmes avant ne pouvaient pas faire des masters de recherche en sage-femme. Les hommes accouchent peu, du coup ils ne sont pas spécialistes du domaine. C'est le problème. Belle mentalité française. Enfin voilà pour les métiers des sages-femmes. Eh ben, merci beaucoup. Si jamais vous avez des informations, si vous-même vous êtes en équipe de sages-femmes, n'hésitez pas à nous poster ça sur Facebook, c'est Followers officiel, et sur le Twitter, c'est Followers avec un tiret du 8. N'hésitez pas à nous envoyer des infos, on les relèvera bien sûr à l'antenne. On parle avec Alice de Mathieu Herbert. C'est ça, donc quel animal serait pour vous le plus improbable et auquel vous consacreriez un album? L'ornithorynque. Le paresseux, il ne se passerait rien. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, on va parler de cochon. En fait, c'est l'anglais Mathieu Herbert, comme tu l'as dit, qui a eu l'idée en fait, de faire une ode, plutôt je dirais une expérience en fait,
sur cet animal si familier, mais qu'au final on considère peu. Donc je vais faire un vite débrief sur ce charmant jeune homme. C'est vrai qu'il faudrait mieux considérer Non, les cochons. tu vas voir. C'est un producteur et un musicien électro qui est assez connu dans le milieu. Il avait déjà sorti une dizaine d'albums, et notamment un de ses derniers albums c'était One One, où en fait il parlait que de Ligue Gant, et il y en avait un autre en 98 qui s'appelait Around the House, et il mixait des sons de sa maison. Donc pour revenir à nos cochons, notre DJ il a suivi pendant un an de août 2010 à août 2011 un cochon. Enfin un porc, parce que pour être plus exact, la signification de porc, c'est vraiment quand une fois qu'il naît, il est destiné à être mangé. Et donc, qu'est-ce qu'il en a fait? Justement, chaque semaine, il allait dans la ferme voisine avec son micro pour enregistrer pendant des heures le son du cochon. Et l'artiste a préféré ne pas le nommer déjà pour éviter tout sentimentalisme avec la bête. Donc, vous pouvez déjà un peu entendre qu'est-ce que ça donne. Donc, il a suivi l'animal dans toutes les... Travail de porc. Oui, non, c'est toi qui a pris beaucoup de temps. Donc, il a suivi l'animal dans toutes les différentes étapes de sa vie, depuis la naissance jusqu'au stade de côte de porc dans le restaurant. Il n'y a que moi qui trouve ça un peu sadique comme recette. Non, je te rassure, toutes les associations luttent contre la maltraitance des animaux ont hurlé au scandale et au cynisme. Seulement, l'artiste a exprès ajouté en fait un petit livre explicatif dans son album qui explique vraiment ses motivations. Et il défend que le porc, c'est l'animal que l'on côtoie le plus au final, parce qu'on le mange et tout. Je côtoie beaucoup de porc en soirée. Justement, c'est celui qu'on respecte le moins, ne serait-ce qu'au niveau des insultes, par exemple. Voilà. Et du coup. Mais ils ne comprennent pas en fait. Ils ne savent pas comment on se met deux. Oui, non, mais c'est pas. Bref, arrête. Ils ne sont pas vraiment conscients. Donc cet album est un peu un hommage justement au porc pour sensibiliser les gens à un élevage un peu plus équitable et respectable de l'animal. Mais du coup, une chanson, ça donne quoi? C'est un orchestre de porc qui chante, il est là avec une baguette et il le fait gueuler ou... Non, tout simplement, chaque chanson représente un mois de la vie du cochon. Donc, par exemple, ça commence avec le mois d'août, c'est la naissance du cochon. C'est l'alimentation, c'est ces petites heures de bonheur et tout ça. Mais après, il y a le mois de novembre et décembre qui sont des chansons déjà beaucoup plus dark, plus glauques. Parce que c'est l'alimentation intensive, on essaye d'engraisser les bêtes. Comment? Il y a février, c'est le moment de l'abattoir. Et après, on entend même chez le boucher, les brebis ici. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est chez le boucher, ça. Ça, c'est chez le boucher. D'accord. J'imagine bien rentrer dans une boucherie. Bonjour, je vais enregistrer ce que vous faites. Et enfin, le CD se termine sur l'heure du repas où Lambert a même enregistré les gens en train de mâchouiller en fait, de l'équipe du repas avec les cochons. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder une vidéo en fait où il parle vraiment de son travail, il l'explique, c'est assez intéressant, âme sensible s'abstenir. Hein. Et donc il fait pas ça uniquement un peu sur des tables de mixage, c'est ça qui est intéressant, parce qu'après il utilise toutes sortes d'instruments, des fils et puis tout ça. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo, vous verrez, c'est très bizarre. Mais jetez un coup d'œil, c'est intéressant. Eh ben merci beaucoup Alice pour cette chronique. À retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Le clash de la semaine, chaque semaine sur Twitter, bon on sait ça s'effrite un petit peu. On a donc Alain Rakoto qui a dit, qui a lancé ça. Dans les réponses de vos followers, beaucoup ont déjà condamné François Hollande en même le début de son mandat. Voilà ce que je regrette. Et on a Véronique Jeunesse qui répond par rapport à ça. Il est quand même Il sort de nulle part. Et on ne savait pas qu'il était sur Twitter déjà. Il est quand même étonnant de voir que la presse ne relaie pas le jet de Hollande alors qu'ils ont craché sur le Fouquet's et c'est retweeté par Nadine Morano, voilà, qui est toujours dans les bons coups comme d'habitude. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était une grosse polémique quand même de savoir que on avait beaucoup critiqué Sarkozy avec le Fouquet's, alors que là Hollande a pris un jet à apparemment 9000 € de l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que WeJet, voilà, c'est l'image qu'on voit actuellement, qui est un service en fait de taxi jet, qui va pouvoir prendre un taxi mais c'est un jet, qui est proposé apparemment 2200 € de l'heure pour Hollande. Voilà, donc ils se font une petite pub en même temps. Chez eux, ça coûte 2200 €, alors que Hollande, apparemment, c'était 9000 €. Donc voilà. Véronique Jeunesse est sur Twitter et Nadine Morano est à l'affût. C'est l'info quand même de la semaine. Il faut savoir que Stéphane Guillon, par contre, lui, il en a parlé de ce jet, pardon. Ouais. Il en a parlé et c'était étonnant de voir Guillon changer de position. Ah bon voilà, donc oui, c'est aussi quelque chose qu'on attend de voir, c'est si les humoristes sont au final... Il le disait par contre, on va se faire chier. Comparé à Sarkozy, les humoristes, on va se faire chier. Et on attend ça bien sûr en enquête, et si jamais vous aussi vous avez des clashs à nous conseiller, envoyez-nous, et s'ils sont bons, forcément, on a un peu de qualité aussi dans cette émission, on les prendra. On continue avec Angelina et l'info positive du coup. Exactement, donc avec Agnès aujourd'hui on s'intéresse au monde de la santé. Alors je vais commencer par un petit chiffre pas spécialement positif. C'est juste pour quand même apprendre que chaque année, on a à peu près 1,5 million de personnes qui meurent encore à cause du manque d'hygiène.
Et donc, on en parle assez peu dans les médias, parce que je pense que c'est pas très photogénique au final. Mais il y a quand même des gens qui font des initiatives audacieuses, et ça marche. Et donc, en fait, on a un jeune homme qui s'appelle Derek Kayongo, qui a été finaliste du prix l'héros de l'année de CNN. Excusez-moi du peu. Avant de vous parler de son projet, je vais juste vous raconter une petite histoire. Oui. Alors, en fait, Derek Kayongo... Mère Castor, s'il te plaît. Derek Kayongo est ougandais, et lorsqu'à 20 ans, en fait, il effectue son premier voyage aux États-Unis, il est assez interloqué de remarquer que tous les matins dans sa chambre d'hôtel, même quand les savons sont renouvelés, alors qu'il était à peine usagé. Du coup, il se renseigne, il découvre que chaque année aux États-Unis, c'est environ, chaque jour aux États-Unis, c'est 2,5 millions de savonnettes qui sont jetées comme ça, alors que ça pourrait être utile aux personnes. Et du coup, il a fait le rapprochement entre le manque d'hygiène dont souffrent pas mal de pays du tiers-monde encore et qui cause ces nombreux décès, et le gaspillage qui est lié en Occident. Il a créé une association, il a mis du temps, il a quasiment mis 15-20 ans à convaincre des gens de le suivre. Il a créé le Global Soap Project, donc le projet savon mondial. Et donc voilà. Et en gros, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Les hôtels en partenariat avec l'association, au lieu de jeter les savons comme elles le font chaque jour, les récupèrent, l'envoient à l'association, qui ont des machines. Pour un procédé un peu compliqué, ils arrivent à nettoyer du savon. Je n'ai pas trop bien compris, mais enfin bon, ça marche. Voilà, ensuite ils le refont et ils ont créé du coup des nouveaux packs de savon qu'ils envoient un peu partout dans le monde. Mais comment ils s'assurent que tous les savons sont arrivés à bon port en fait? En fait, ils travaillent avec des associations. Tu peux assumer, mais bien encore bien temps. Donc comment ils s'assurent de la bonne redistribution des savons? Voilà, du coup je suis perturbée. En fait, ils travaillent en partenariat avec des associations dans les pays. Et donc, ça leur évite de passer par les gouvernements, en fait, parce que généralement, dans les pays du tiers-monde, certains gouvernements sont encore assez corrompus. Et donc voilà, donc ils passent par les associations sur place, et bien sûr, tout ça, c'est redistribué gratuitement. Et alors, les hôtels acceptent de participer à ça? Bah oui, et même, une très belle, au final, les hôtels sont assez contents. Et aujourd'hui, il y a même le groupe Hilton qui s'est rallié il y a peu au projet. Donc, ce qui fait qu'en sort, aujourd'hui, il y a à peu près 800 hôtels à travers le monde qui participent à ce projet, c'est énorme. Et donc, en fait, ça leur permet à la fois d'avoir une bonne image auprès de leurs clients, d'éviter du gaspillage et d'avoir le label un peu solidarité, communication, etc. Voilà, en fait, c'est un gros coup de com' pour eux aussi. Et donc, au final, le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas envoyer vos savons parce que du coup, ça marche avec les hôtels. Ils ont des normes cliniques assez strictes écrites sur leur site, c'est assez impressionnant. Mais même si on applique les savons d'hôtel, parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Alors, tu te renseignes, si c'est bien un hôtel en partenariat, ça se trouve, tu peux leur envoyer le peignoir aussi. Ouais, ça se trouve, il y a la totale et tout après une bonne petite. Et donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site parce que vu qu'en soi, nous, on ne peut pas spécialement agir, mais on peut leur faire de la publicité. Donc, je vous ai posté le site sur Facebook, Twitter. Allez faire un petit tour. Eh ben, merci beaucoup Angela, bien sûr toutes ces informations-là, vous la trouvez sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à en parler vite si vous êtes chef d'hôtel ou des choses comme ça, n'hésitez pas à en parler. Les lumières ont crépité, c'est l'heure de son alerte. Alors, est-ce que vous connaissez le principe du politiquement correct? Oui. Donc c'est tout simplement une façon hypocrite de ne pas appeler les choses par leur nom. Par exemple, on ne dit pas un aveugle, on dit un non-voyant. On ne dit pas un sourd, on dit un malentendant. Bah lui, il s'en fout parce que finalement, tu le dis, il n'entend pas. Tu dis pas un con, tu dis un non-pensant, et tu dis pas une grosse, tu dis une personne ayant une heure de décalage horaire entre les fesses. Voilà. Et en fait, si je vous parle du politiquement correct, c'est parce qu'il y a un hashtag qui est apparu hier sur Twitter qui dit on ne dit pas. Et donc, les followers se sont amusés à faire du politiquement correct. Et donc, on trouve des choses du genre on ne dit pas j'ai voté Hollande, on dit j'ai fait une connerie. On ne dit pas tu chantes mal, mais ta voix est semblable à celle de Zaz. On ne dit pas t'as de plus en plus de rire, on dit mais t'as l'air détendu. On ne dit pas t'es aussi moche que ta copine, mais vous vous êtes rencontrés dans une soirée à peine. Et on ne dit pas t'es grosse, mais waouh, la balance connaît ton numéro de téléphone. Donc voilà, comme je trouve ça assez sympathique, Tout le monde prend du pari. je vous invite à poster des petites phrases dans le genre via nos pages Facebook et Twitter pour alimenter le contenu parce que on ne peut pas l'expliquer, tu vois, c'est assez vulgaire. C'est parce que le téléphone, ça devient numéro sur le téléphone. À 10 chiffres. C'est tellement lourd que tu fais 10 chiffres. Un numéro à 10. Voilà. Mais la balance, c'est pas les mêmes. Si vous voulez expliquer la vanne à Alice, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux.
Le Facebook premier et qui Twitter. gagne une place pour la prochaine émission. Exactement. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos meilleurs notes. Pourquoi pas, on peut se faire un petit concours. Parce que toi, en équipe, on est petit rigolo. Donc on en postera aussi. Il n'y a pas de souci. 19h20, c'est l'heure du live. On a accueilli cette semaine Patrick Mullier Trio, qui est donc un groupe de jazz. Mais bon, moi j'en parle, mais Juliette, elle en parle. C'est la seule carte que j'avais avant. Bonsoir Juliette. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien. Alors tu nous parles de Patrick Mullier Trio, un groupe de Oui, jazz. voilà, un groupe de jazz, mais avant on va faire une petite minute culture, un petit peu historique sur le jazz, tout ça, ça dépend de la personne. Voilà, question facile, vous savez où est le jazz? Aux États-Unis. Ah, dans quel état? Nouvelle-Orléans. Bon, alors je sais Bon, pas. Alors jackpot, ok. Alors, je comprends pas les vannes, mais ça, tu comprends tout de suite. Pas 1950, non? C'est ça, genre, parce que- Ouais, dans les 1920. Voilà, donc déjà, ça c'était pour la petite précision. Et il faut savoir qu'à la base, le jazz, ça provient des champs de travail des esclaves africains, des esclaves et des champs religieux. C'est pour la précision. Maintenant, pour vous êtes un peu plus calé sur l'histoire du jazz. Je vous présente le groupe de ce soir, Patrick Mullier Trio. Ils sont en groupe depuis 20 ans, donc autant dire qu'ils sont installés dans leur domaine. Dans leurs inspirations, on retrouve Edwin Jones, on retrouve Max Roach, Joe Jones. Et ils ont fait pas mal de tournées, notamment à l'étranger, dans des groupes différents. Et ce soir, on est hyper contents de les accueillir. Bel accueil. Et ils vont nous chanter Night the Time, qui est une reprise de Charlie Parker. Et bon, on écoute ça tout de suite. Elles seront après à 21h en concert au Spotlight, sans rue Gambetta, à Lille. C'est à vous. Merci beaucoup au groupe Patrick Mullier Trio Jazz Pop qu'on retrouvera tout à l'heure à 21h au Spotlight pour un concert exclusif. Merci beaucoup à eux. On enchaîne tout de suite avec les comptes Twitter et Facebook de la semaine. Comme chaque semaine, on vous propose un compte Twitter, un compte Facebook. Le compte Twitter, c'est Jordan Ménard. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu puisque c'est 216 abonnements. Et en fait, c'est un étudiant en journalisme. Donc déjà, ça, c'est un très bon point pour nous.
puisqu'on aime beaucoup les étudiants. Et c'est surtout qu'en fait, ils postent vraiment de tout. Alors, on a l'habitude dans Followers de filer des comptes qui sont essentiellement politiques ou musique et tout ça. Mais on s'est rendu compte quand même dans la vie, on parle pas que de politique ou de musique, on parle de tout. Et donc oui, ils parlent de tout. Ils postent de la politique, de la pub, des photos, de sa vie, des photos stylées, de la musique aussi, des playlists très stylées. Et voilà, Jordan Ménard vraiment qui apporte beaucoup de contenu et voilà, on voulait lui donner un petit coup de pouce. On le connaît pas du tout, il est de Toulouse, mais voilà, on voulait lui donner un petit coup de pouce parce qu'il poste vraiment des trucs super intéressants, il se fait souvent remarquer dans tout ce qui est politique et débat. Donc voilà, ça c'est pour le Twitter de la semaine. Au niveau de la page Facebook, cette semaine on vous propose, alors ça s'appelle Little, voilà, avec 4 L, et c'est une page axée sur la publicité en fait. Parce que tous les jours dans le lit, tu parles que de publicité. Ça veut dire le point d'avant. Mais... Non, du coup, non, donc ça marche plus par rapport à ce qu'on va dire, mais pour le coup, en fait, ça, il est vraiment bien parce qu'ils ne publient pas notre timeline 3 fois par jour en nous lançant toutes les publicités. Ils font souvent les meilleures publicités de la semaine. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et c'est vachement bien fait, c'est fait avec plein d'intelligence. Il y a quelques analyses et ils ont un site internet très très bien foutu aussi. Vous postez ça dans la semaine. Et voilà, c'est une analyse de publicité française comme étrangère. Et c'est super bien. Quoi. Little, publicité, marketing, créativité. On vous commente ça, on poste ça bien sûr sur la page Facebook et sur le compte Twitter. On enchaîne avec toi, Alice, et la culture. Tu nous parles encore de cochon ou tu changes un petit peu? Non, j'arrête les trucs bleus. Aujourd'hui, vous vous rappelez de ma chronique sur les sandwichs il y a quelques semaines déjà? Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler gastronomie, mais de quelque chose qui pourrait peut-être vous ressembler. C'est un ancien artiste de rue en fait qui s'appelle Larminos et qui en 2000 est entré dans le Guinness Book au titre de créateur de la plus grande sculpture de ballon au monde. Donc depuis, il a fait son business, il travaille avec une designer qui s'appelle Kelly Schickel. Et tous les deux, en fait, ils ont fait des sculptures de ballons. Une petite amie chez tout, là, c'est ça, mais en plus élaboré, en fait. Donc, ils ont monté une sorte de collectif qui s'appelle tout simplement Origami. Donc, vous avez compris, hein, c'est un mix entre origami et l'air, et ça donne des choses impressionnantes. Donc, par exemple, ça, c'est la plus grande sculpture en ballon au monde. Il y a exactement 40 781 ballons. Et pour donner un ordre de grandeur, les footballeurs font environ chacun 12 mètres de haut. Mais il y a aussi d'autres choses tout aussi impressionnantes, du genre celle-ci. Donc c'est une pierre géante qui ont carrément réussi à faire voler en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit bonhomme qui guide carrément la pierre une fois qu'elle est en l'air. Mais l'arrivée, c'est pas limité qu'à ça, il y a aussi toute une série de robes ballons. Donc quand on voit la mode aujourd'hui, pourquoi pas essayer de s'habiller à des choses plus extravagantes. Mais donc en fait, il considère vraiment le ballon comme une forme de pinceau, c'est vraiment son moyen d'expression. Seulement, on sait tous on a tous gonflé moins des milliards de ballons et on sait que ça se dégonfle très facilement aussi. Donc il faut penser qu'ils ont une grande contrainte de temps parce qu'un ballon en moyenne, ce genre de ballon, ça met 5 jours à se dégonfler, même pas. Donc c'est énormément de travail sur un temps très très limité. Et donc comme on ne va pas déroger la règle, Marie s'est aussi amusée à faire des sculptures, voilà, des sculptures du tableau célèbre. D'accord. Comme les sandwichs. Et donc c'est des trucs rigolos, du genre, voilà, tous la rôle, des petites chevilles. Et aussi, je sais pas le nom, l'homme de... Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben merci beaucoup Alice pour cette chronique qui me manque pas d'air. Ouais, voilà, on trouve ça sur les réseaux bien sûr. Les lumières crépitent, c'est encore l'alerte Eric. Tu en avais envie de cette alerte. Je l'attendais. Alors d'habitude, je parle, pratiquement tout le temps, je parle de Twitter, et là je vais parler un petit peu de Facebook qui va connaître un événement majeur le 18 mai prochain. Quelqu'un sait de quoi il s'agit? C'est bien. En bourse Ouais. Exactement, Facebook va rentrer en bourse, ça va changer. Les experts estiment que l'action va valoir environ 35 $ et que la valeur totale de Facebook va être entre 86 et 96 milliards de dollars à l'entrée. Et l'action va monter très vite et on pourrait atteindre les 160 milliards de dollars. Donc, gros chiffre. Mais bon, pour nous, simples utilisateurs de Facebook et pas encore actionnaires, ça va vous dire. Qu'est-ce que ça représente? Tout simplement, le problème, c'est qu'on va atteindre un niveau de commercialisation. Il faut savoir que 80% de la publicité, le chiffre d'affaires de Facebook, c'est représenté à 80% par de la publicité. Donc on risque en fait d'avoir des publicités de plus en plus importantes, de plus en plus envahissantes, voire même des messages publicitaires sponsorisés qui apparaissent dans votre timeline et qui vous posent votre timeline. Twitter fait déjà ça. Donc voilà, on se demande comment ça va être, parce que c'est sûr que les actionnaires vont essayer d'en tirer le plus gros profit possible, mais on ne sait pas encore par quel moyen. Et donc la question que je me suis posée là-dessus, c'est est-ce que finalement, en rentrant en bourse, est-ce qu'on n'a pas perdu l'idée de réseau social,
où tout le monde pouvait appartenir un petit peu et posséder ce réseau et finalement ça va être revendu à des êtres humains. Eh ben, répondre et moi bien. Merci beaucoup Eric, si vous avez un avis bien sûr là-dessus, si vous avez quelques informations en direct des marques du cabane, n'hésitez pas à nous poster ça sur Facebook et sur Twitter, sur les pages fans. C'est déjà la fin de l'émission, voilà, on vient de passer. Eh oui, mais on doit rencontrer, on se retrouve pour ceux qui aiment le jazz. Enfin, vous pouvez venir ici au Spotlight 100 rue Gambetta, c'est près de la métro République à Lille pour le concert de jazz ce soir à 21h. Et on n'oublie pas aussi le Spotlight qui fête ses 2 ans. Ce sera le 19 juin à 20h30 au Sébastopol avec tous les humoristes du Spotlight. Et certains des humoristes sont aujourd'hui On demande qu'en rire, l'émission de Laurent Ruquier, puisque le Spotlight est une scène ouverte d'humour qui accueille de nombreux talents en devenir. Et donc voilà, ça se passe le 19 juin. Courez-y parce que vraiment ça vaut le coup. Il y aura tous les humoristes et puis tout le du Spotlight qui sera nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. D'ici là, passez une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Ouais. C'est qui? Tiens, T'as arrêté le... non, j'attends la fin.